Pascal Perrineau, je suis politologue, professeur émérite à Sciences Po Paris. Je travaille essentiellement sur ce qu'on appelle aujourd'hui le nationalisme et le populisme. Je travaille également sur les clivages qui donnent sens aux comportements électoraux que nous exprimons dans les urnes, que ce soit aux élections locales ou à la prochaine élection présidentielle. Et en tant que citoyen, je me permets parfois de rêver d'un avenir meilleur. Bonjour, Michel Vieviorca, sociologue. J'ai longtemps présidé aux destinées des entretiens d'Auxerre. Une nouvelle équipe formidable prend la suite. Je suis sociologue et je m'intéresse plutôt au mal qu'au bien, ou au malheur plutôt qu'au bonheur. Mais évidemment, je rêve du bien et du bonheur. Alors, cher Michel, est-ce qu'on peut rêver à plusieurs ou est-ce que c'est une affaire purement individuelle ? Non, tout dépend de ce dont on parle quand on dit rêver. Si on parle du vrai rêve, si je peux dire, c'est-à-dire ce qui se passe plutôt dans le sommeil, là c'est un exercice totalement solitaire qui fait intervenir d'autres, évidemment, mais qui n'a rien à voir avec ce que l'on peut rêver quand on est dans la vie ouverte, je ne sais pas trop comment le dire, dans la vie éveillée, justement. Et là, oui, non seulement on peut rêver à plusieurs, mais je pense qu'il n'y a pas de rêve qui pourrait concerner l'avenir, qui pourrait concerner la vie collective. Il n'y a pas de rêve ayant une certaine chance d'aboutir qui ne soit pas d'une manière ou d'une autre collectif. Et donc, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut des médiations, qu'il faut qu'il y ait des partis politiques, des associations, des clubs, des lieux de vie intellectuelle, des institutions, enfin, toutes sortes de lieux dans lesquels peut se mettre en place une tentative de rêver de manière éveillée. J'ajoute que la période actuelle ne s'y prête pas beaucoup et que c'est malheureusement peut-être les chose qu'il faut d'abord dire, c'est qu'on n'est pas dans une période de rêve. On est dans une période, je ne dirais même pas de nostalgie. On ne se tourne pas beaucoup. Oui, on dit il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Puis une fois qu'on a dit ça, pas grand monde dit que c'est qu'est-ce que c'était bien. C'est même pas ça. Donc il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas d'utopie non plus, ou très très peu. C'est très difficile, surtout si on réfléchit politiquement, d'imaginer des utopies. Et donc il faudrait imaginer des possibilités que se créent des collectifs pour qu'on puisse réinventer des utopies, donner à la nostalgie qu'on pourrait reconstruire la capacité de nous projeter vers l'avenir. Mais aujourd'hui, tout ça est très, très faible, et donc je dirais, oui, chacun de nous peut rêver la nuit, mais dans la journée, c'est plus difficile. J'aimerais savoir, Pascal, si tu penses que pour que quelque chose advienne, se produise, il faut qu'il y ait eu, je parle de la vie publique, de la vie politique, il faut qu'il y ait eu auparavant, d'une manière ou d'une autre, du rêve. Est-ce qu'on peut imaginer que se construise l'avenir sans que des personnes le rêvent, d'une manière ou d'une autre ? Il faut, je ne sais pas si c'est vraiment de l'ordre du rêve, mais il faut y avoir réfléchi. Il faut avoir conçu plusieurs avenirs probables. Plusieurs scénarios. Je crois que, au fond, le grand rêve collectif de l'utopie appartient assez largement au passé. Pourquoi ? Parce que le XXe siècle a été vraiment un siècle de très grandes utopies, mais ce sont des utopies, que ce soit l'utopie communiste, l'utopie fasciste, puisqu'il y avait une dimension aussi utopique dans le fascisme, ce sont des utopies qui se sont très mal terminées. Ça a fait découvrir d'ailleurs l'aspect mortifère que peuvent avoir même certaines utopies. Donc je crois qu'aujourd'hui, quand on veut que quelque chose advienne et que l'on réfléchit aux différents modes pour faire advenir ce que l'on désire ou ce que l'on considère comme étant désirable pour un collectif, il faut l'avoir réfléchi, il faut l'avoir inscrit dans des projets établis à partir d'un diagnostic
calme, tranquille de la société, et non pas à partir de grilles de lecture idéologiques et utopiques. Je crois beaucoup plus à une démarche pragmatique, de compromis, où on emprunte à différentes traditions, à différentes grilles de lecture, pour tenter de résoudre les thèmes qui nous paraissent essentiels pour l'avenir. Par exemple, comment lutter de manière efficace contre le réchauffement climatique, comment faire en sorte que les Français redécouvrent le sens du vivre ensemble et ne cessent et sortent de cette impression parfois d'une espèce de guerre civile froide qu'il peut y avoir en France. Comment aujourd'hui transmettre les savoirs entre les générations de manière plus satisfaisante que ce qui se passe aujourd'hui. Il y a toute une série comme ça de grands défis. Comment organiser également la solidarité entre les générations autrement que par l'actuel système de la retraite, et comment faire évoluer notre système de retraite. Il y a là toute une série de grands enjeux, et pour que des solutions satisfaisantes adviennent, il faut avoir réfléchi collectivement en amont et avoir inscrit ça dans des projets, alors disons pas utopiques, des projets de vivre ensemble. C'est contradictoire, je dirais presque des utopies à dimension humaine, hein, des utopies à 10-20 ans. Au fond, si on est un homme politique ou une femme politique, vers quoi veut-on emmener la collectivité France dans les 10 années qui viennent? Mais je résiste un petit peu à certains aspects de ce que tu dis, parce que je pense que pour aller dans le sens que tu indiques, il faut des visions. Il faut, d'ailleurs, un homme politique important vient de parler de horizon. Et donc, il faut être capable, il faut être capable de dessiner quelque chose pour l'avenir qui appelle, me semble-t-il, une force, une capacité de se projeter vers l'avenir qui aille au-delà de la stratégie, du raisonnement simple, du calcul. Et par conséquent, je me demande s'il ne faut pas ajouter à ce que tu dis, oui, on est absolument d'accord, de la réflexion collective, de la capacité à imaginer le long terme et pas simplement les 3 jours qui viennent. Tout ça est très très important. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi des gens qui ont un push, quelque chose qui nous tire vers l'avenir? En discutant, je réfléchissais à quelqu'un qui a réussi son pari. Je pensais à Herzl, l'homme qui a créé l'idée de l'État d'Israël. Voilà un type qui, à la fin du 19e siècle, rêve, alors vraiment, et puis se donne les moyens d'essayer de faire progresser son rêve, et puis l'État d'Israël apparaîtra après la Seconde Guerre mondiale et évidemment la destruction des Juifs d'Europe, mais la poussée qu'a préparé cet homme et d'autres avec lui ensuite, mais il y avait quelque chose une vision, un appel, je cherche des mots, qui a fait que tout ça pouvait vivre sur une certaine lancée. Et donc je me demande si nous ne manquons pas aussi de ça, c'est-à-dire dans ce monde actuel, dans un pays comme le nôtre, de personnalités intellectuelles, politiques, artistiques, culturelles, enfin religieuses, que sais-je, qui seraient capables de nous donner l'envie de nous projeter comme ça, avec force, vers un certain type d'avenir. Pour moi, quand je t'écoute, il y a quelque chose de cet ordre qui est en train de se dérouler depuis plus d'un demi-siècle, c'est l'idée européenne. Des hommes et des femmes ont rêvé, après la Seconde Guerre mondiale, sur les décombres des affrontements de la Seconde Guerre mondiale, d'une manière de relancer nos sociétés et d'une manière d'apporter tout de même la paix. Et autour de ce double message, ils ont construit cette utopie qu'était l'Europe. Alors on peut estimer que ça ne va pas assez vite, que ça claudique, que c'est trop lent, mais quelque part il y a cette espèce de mobilisation, mais une mobilisation en tant que telle autour d'une idée généreuse, d'une idée intéressante, parce que l'Europe c'est tout de même un échelon adapté au monde global et à l'échelle de la globalisation. Donc en cela, c'est une idée extrêmement contemporaine. Mais voilà, il faut ensuite de l'incarnation. L'État d'Israël, ça ne suffit pas, il y a l'incarnation dans Theodor Herzl. Là, en effet, on voit bien comment au début, des hommes extraordinaires ont porté cette conception de l'Europe. Je pense en particulier à Konrad Adenauer ou à Robert Schuman en France, qui étaient à leur manière vraiment des bâtisseurs d'avenir, parce que c'est au fond ça. On est à la recherche de bâtisseurs d'avenir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au fond, depuis la retraite de Jacques Delors et la mort de Valéry Giscard d'Estaing, il n'y a plus ni à gauche ni à droite de grands bâtisseurs d'avenir autour de l'idée européenne.
C'est vraiment un thème important et très intéressant. Et je me dis en t'écoutant, il se passe, comme dans beaucoup de phénomènes collectifs, une sorte de routinisation qui, en ce qui concerne l'Europe, fait que l'idée magnifique progresse, mais qu'elle progresse difficilement et qu'on sent très très bien qu'elle a des dimensions bureaucratiques, des dimensions technocratiques, qu'elle sert aussi à alimenter des calculs qui ne sont pas forcément les plus brillants qui soient. Et donc la difficulté, effectivement, c'est de passer de la vision, du souffle initial, et je dirais de la générosité intellectuelle et politique, à la mise en œuvre concrète avec les dangers qui existent. Parce que, bon, le réel n'est jamais à la hauteur du rêve. Hein. Heureusement. Voilà, mais le réel de l'État d'Israël n'est pas à la hauteur du rêve de celles et ceux qui ont conçu l'État d'Israël. Le réel de l'Europe, c'est vrai, est relativement déceptif par rapport au message qui était celui de Schuman, d'Adenauer, de Spaak et de bien d'autres dans les années 50. C'est pourquoi il faut alimenter le rêve par le rêve, si je peux dire, et ne pas se contenter d'essayer de le réaliser. Il y a des rêves qui tournent au cauchemar aussi, ou des situations qui tournent au cauchemar plutôt qu'au rêve.